de recueillement, je crois que nous allons pouvoir commencer notre exposé. Comme vous le savez, il concernera 3 personnages prédominants de la littérature populaire, du moins l'un d'entre eux, et qui ont le privilège d'avoir passé le cap du centenaire cette année. Ce sont des personnages assez différents et qui ont marqué chacun d'une façon curieuse l'imaginaire populaire. Nous allons commencer avec le premier d'entre eux par ordre chronologique, qui a eu le privilège d'être inventé par Edgar Rice Burroughs. Edgar Rice Burroughs est un personnage qui est né en 1876 à Chicago, dans une famille plutôt militaire. Son père était major dans l'armée et lui-même se destinait à la carrière des armes. Il a intégré une académie militaire en 1896-1897. Malheureusement, il a échoué à West Point. Donc il n'a pas pu envisager une carrière d'officier comme il l'espérait. Ceci dit, ça n'a pas coupé ses ardeurs guerrières. Nous sommes à une époque où la chose militaire est encore très importante aux États-Unis. Les guerres indiennes viennent de se terminer depuis assez peu de temps. Et il intègre un régiment prestigieux qui est le 7e de cavalerie. Régiment célèbre qui a parmi ses heures de gloire un massacre bien connu, puisque le général Custer et deux détachements du régiment ont été massacrés à Little Bighorn. Mais c'est quand même quelques années plus tôt. Et depuis, les Indiens se sont calmés. Ils ont été réduits pratiquement à l'état d'épave par le gouvernement américain, d'épaves alcoolisées, miséreuses, et ils ne s'agitent plus trop. Cette vie de garnison ne plaît pas tant que ça à Burroughs, qui a d'autres idéaux, d'autres espérances, et surtout un point faible au niveau du cœur, ce qui lui vaut la révocation et le fait d'être chassé de l'armée. Ce qui met à bas toutes ses espérances, mais qui lui a quand même permis de connaître autre chose que la vie citadine, de nourrir son imaginaire, et il va ensuite, pendant quelques années, galérer, travailler dans des entreprises diverses pour sa propre famille, dans des emplois qui ne le satisfont pas du tout, mais qui ne lui font pas oublier cette vie d'aventure qu'il a espérée. Et pour se distraire, alors qu'il a beaucoup de temps, il va se mettre à lire des pulps. Les pulps, vous le savez certainement, sont des fascicules de littérature populaire qui proposent des aventures dans à peu près tous les genres imaginables. Et pour la plupart d'entre eux, ils sont écrits très rapidement. Et Burroughs, qui a quand même une culture, sinon très très établie, quand même convenable, disons une culture bourgeoise, se rend compte que tout ça ne vaut pas grand-chose et prétend pouvoir en faire autant, sinon mieux. Et se mettant lui-même au défi, il va rédiger des histoires. Il va commencer par écrire un premier roman qui ne le satisfera peut-être pas beaucoup, et se lancer dans la rédaction d'un second qui aura pour héros John Carter, personnage que nous allons découvrir tout de suite. Et ce John Carter va séduire le rédacteur en chef du pulp à qui il l'enverra, et ouvrira à son auteur la perspective d'une carrière assez intéressante, parce qu'il va réaliser que même en s'adressant à ce marché des pulps, il va gagner avec un roman bien plus que ce qu'il gagnait dans son activité précédente. Les romans de cette taille s'achetaient suivant les publications de 250 à 5, 6, 700 $ pour des auteurs confirmés. Lui, on va lui proposer 500 $, ce qui représente une très grosse somme qui lui permet de vivre assez confortablement, en plus de son salaire chez son employeur. Et très rapidement, il réalisera qu'il va pouvoir se débarrasser de ce travail de commande pour ne plus vivre que de sa plume. Et c'est à partir de là que l'aventure va démarrer. Je vais vous quitter pour passer derrière et vous projeter les photographies. Donc voilà, la première histoire de John Carter à apparaître dans All Story, ce sont les Conquérants de Mars, qui sont connus en France
qui seront connus plus tard, mais qui sont parus aux États-Unis sous le titre de Under the Moon of Mars. Alors on n'a pas de couverture de cette publication parce que n'étant pas un auteur important, il n'a pas eu droit à l'illustration principale. D'autant plus que, se moquant un peu du milieu qu'il intégrait, notre auteur, Edgar Rice Burroughs, a signé son premier livre du pseudonyme de Norman Bean. Norman Bean, que l'on peut traduire en français comme le simple haricot. Pour dire, ben voilà, moi je viens aussi d'un milieu ordinaire et je peux faire aussi bien que n'importe qui, donc je suis un simple haricot. La rédaction fera une erreur de typographie ou peut-être réalisera que ce nom d'auteur est un peu ridicule et transformera son nom en Norman Bean, ce qui ne veut plus rien dire du tout, mais qui déçoit beaucoup Edgar Rice Burroughs, ce qui fait que tous ses romans suivants seront publiés sous son nom intégral, c'est-à-dire Edgar Rice Burroughs, son nom de baptême. Et très rapidement, l'année suivante, les couvertures sont illustrées à partir de ces romans. Ici, donc, on a un nouvel épisode de John Carter, et c'est une série qui je vais revenir dessus. C'est une série qui aura une longue postérité, plus d'une dizaine d'histoires, alors de longueur variable, certaines fois des nouvelles, et qui va s'échelonner sur pratiquement toute l'existence de son auteur et connaître un grand succès avec une très bonne réputation. Et le monde anglo-saxon va s'attacher à ce personnage certainement plus que le monde français, puisque la traduction de John Carter sera assez tardive. Elle se fera dans Robinson, qui est une publication illustrée pour jeunes, une publication de bande dessinée, donc sans aucun retentissement. Et effectivement, on se rendra compte que la série ne sera traduite intégralement que très tardivement, puisque les derniers épisodes l'ont été dans les années 80. Alors, Burroughs est quelqu'un qui a lu avant d'écrire, et on s'est toujours interrogé sur ses sources, sur son inspiration. Et si lui-même n'a pas avoué grande admiration, grande source, et a toujours prétendu que ces histoires lui venaient plus ou moins au gré de son inspiration, sans référence, on a trouvé ce roman, donc cette édition est parue bien plus tard, c'est la première édition américaine qui est parue dans les années 50, qui s'appelle Gulliver of Mars, d'Edwin Arnold, qui présente quand même des similitudes assez curieuses avec l'œuvre de Burroughs. Ceci dit, le personnage est tout à fait différent. Ce n'est pas un gentilhomme du Sud, un militaire comme John Carter. C'est plutôt, même s'il est militaire, mais marin cette fois-ci, un contemplatif qui va découvrir une planète exotique et mené par l'amour, la parcourir, mais sans mener véritablement d'action d'éclat. Ceci dit, il y a des scènes qui sont très très proches de l'œuvre de Burroughs, et on se demande encore aujourd'hui si Burroughs ne s'est pas très fortement inspiré de ce roman, bien que d'un accès assez difficile à son époque. Voilà. Donc, à partir de 1912, la publication de tous ces romans va s'échelonner régulièrement dans la presse, dans les pulps, au gré pratiquement des offres des éditeurs, parce que Burroughs va quand même se révéler un homme d'affaires assez malchanceux sur certains plans, mais sur d'autres assez redoutable. Et il va donc faire monter les enchères, et ses livres attirant beaucoup de lecteurs aux publications, il va obtenir des droits de plus en plus élevés. Évidemment, les rédacteurs en chef de l'époque ne révélaient pas à leurs auteurs les chiffres de vente, le retentissement de leurs œuvres, mais il n'empêche qu'à la lecture du courrier des lecteurs, qui était publié dans chaque numéro, chacun pouvait se rendre compte plus ou moins de l'attrait de ces textes. Et chaque fois qu'un texte de Burroughs était au sommaire, les mois suivants, le déferlement de courriers positifs, laudateurs, lui faisait se rendre compte de son importance et de la qualité de son œuvre, même, ou plutôt de la réception, même si ce n'est pas un grand littérateur, ce n'est pas un auteur d'un talent extraordinaire sur le plan stylistique, il demeure quelqu'un
de passionnant, de très rapide, et qui a un sens certain de l'action et du développement d'une histoire. C'est ce qui lui a valu son succès anglo-saxon et sa présence dans des dizaines de pulps tout au long de sa carrière. Il existait parallèlement à ce marché-là un marché qui était beaucoup plus rémunérateur, qui était le marché des magazines imprimés sur du beau papier, que l'on appelait les slicks, c'est-à-dire du papier lisse, et que Burroughs a essayé, lui aussi, comme tous ses collègues, de pénétrer tout au long de sa vie, sans jamais vraiment y parvenir, sauf à une seule exception. C'est aussi pour la publication d'une aventure de John Carter, où il aura été payé 10 000 $, alors que ses espérances étaient de 25 000 $ à l'époque. Dans les années 40, c'était quand même une très belle somme. Il a obtenu 10 000 $, il a dû payer 1 500 à son agent, mais il n'empêche qu'avec les 8 500 $ qu'il a touchés, ça représentait quand même une très grosse somme, et qui était de 2 000, 3 000 $ au-delà de ce qu'il touchait dans les pulps. Ceci dit, c'était un auteur assez productif et qui a très vite, comme je vous l'ai dit en introduction, pu abandonner son métier pour se consacrer à l'écriture, et toujours avec un succès assez important, bien que la période ne fût pas des plus souriantes, parce que vous voyez que ce numéro de Blue Book a été publié en juin 1930, c'est-à-dire